Bonsoir. Alors, nous allons aborder un nouveau chapitre. Je reviendrai sur le dossier de l'hypnose plus tard, mais je voulais aborder le chapitre de la rencontre avec des voyageurs de l'espace, que vous appelez extraterrestres. Tout d'abord, sachez que je dis bien, aucune personne n'est à l'abri. Aucune personne ne peut se dire, moi, jamais je ne rencontrerai d'extraterrestres dans ma vie, comme jamais personne ne pourra jamais dire, de toute façon, moi, c'est moi qui décide quand je vais les rencontrer, c'est pas eux qui vont m'imposer de les rencontrer. Tout ceci est faux. Les rencontres avec des voyageurs de l'espace ne se font pas comme ça à la légère. C'est pas nous qui décidons, ce n'est pas vous, ce sont eux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qui m'a été révélé lorsqu'ils sont venus à ma rencontre en 1992. Ce sont eux qui observent dès la naissance les humains qu'ils vont rencontrer. Le domaine de rencontres extraterrestres, en fait, n'est pas du tout comment est-ce que je vais dire le mot, de notre volonté, ni de notre désir, ni quoi que ce soit. En fait, comme je l'ai dit, ce que j'ai appris lors des rencontres, ce sont eux qui sélectionnent les humains qu'ils vont rencontrer. Il faut savoir, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est ce qui m'a été dit. Faut savoir que nous sommes observés apparemment dès notre naissance et qu'il y a une sélection qui est faite dans chaque région de France comme dans chaque région du monde. Et nous sommes suivis, observés pendant de très nombreuses années avant que soit décidé qu'ils viennent à notre rencontre. Lorsque la décision vient à prendre de venir nous rencontrer, bien entendu, nous n'avons aucune information. Nous ne sommes pas non plus en conscience de le savoir. Nous n'avons aucune information, aucune connaissance, ni rien. Nous sommes strictement, comment je vais dire, euh, totalement inconnus à ce monde, puisque moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler d'extraterrestres dans ma vie. Lorsque les rencontres ont eu lieu, lorsque les phénomènes ont commencé. Et ça a commencé à l'âge de 9 ans. Ça s'est poursuivi sur toute mon adolescence. J'ai disparu plusieurs fois parce que la DAS ne s'occupait pas de moi. Où j'ai même été au fait de la Caplette, j'ai disparu, je me suis retrouvé dans les Alpes-Maritimes sans savoir comment est-ce que j'ai atterri là. J'ai vécu d'autres enlèvements, rencontres dans les années 84 et 90. Et puis après, ça a été des rencontres physiques à mon domicile où je me trouvais, des phénomènes paranormaux et les apparitions mariales et les massages et les messages par télépathie que je recevais, ainsi que les projections mentales sur la nature dans le futur que je recevais dans la deuxième partie de nuit aussi. Lorsque cette décision est prise, bien entendu, nous n'avons aucune information. Nous sommes, vous pouvez être dans une voiture à rouler, jamais, vous n'aurez conscience, même aujourd'hui, alors qu'il y a les réseaux sociaux, alors qu'il y a les téléphones, jamais vous ne serez informé
jamais vous n'aurez connaissance et si vous allez vivre ou non une rencontre avec une origine extraterrestre. Ça, c'est pas de vous que ça se décide, et ce n'est pas non plus une information qui nous est transmise et qui vous sera transmise. Vous ne serez jamais tenu au courant de ce qui va se passer. Soit ça se passera dans votre appartement en pleine nuit, ou soit alors ça se passera dans une voiture alors que vous roulerez sans vous rendre compte de quoi que ce soit, et cela vous arrivera. Ou alors c'est en marchant par exemple à la campagne, en pleine montagne, comme c'est arrivé sur un enfant dans la région de Grenoble. Voilà, on n'a jamais, jamais, jamais connaissance ni conscience que nous allons vivre une rencontre extraterrestre. Il faut savoir aussi, je vous dis, c'est un domaine extrêmement vaste. C'est pas vraiment évident, hein, non seulement à vivre, mais c'est pas évident d'en parler, c'est pas évident de connaître un tel domaine parce que les, il n'y a pas qu'une seule civilisation d'extraterrestres qui viennent à notre rencontre. Il y a je vous dis, il y a des centaines d'origines de voyageurs des étoiles qui viennent, parce qu'ils viennent des différentes planètes, et qu'ils ont effectivement la technologie pour venir sur Terre à la rencontre d'humains que eux aussi ils ont sélectionnés. Donc, les rencontres, quand elles ont lieu, elles ne viennent pas forcément d'une même origine, d'un même peuple, d'une même civilisation. Et en général, je pense que ça vous le saurez dans toutes les recherches que vous ferez, mais en général, effectivement, les personnes qui vivent des rencontres ne vivent jamais la même rencontre, ne vivent jamais dans les mêmes conditions une rencontre qu'un autre, et ne vivent jamais non plus la même origine de civilisation extraterrestre qui viennent à la rencontre des humains sur Terre. Ça, je suis catégorique là-dessus. Bah, je vais vous donner, c'est pas compliqué, on peut même prendre un exemple. Vous prenez l'exemple de Jean-Charles Moyen et Mélanie Charest, qui, eux, ont vécu effectivement des rencontres et qui ont travaillé, si je me trompe pas, bien entendu, c'est entre parenthèses, c'est à voir, mais je crois que c'est ça. Euh, Ils ont effectivement fait des rencontres avec les services secrets, je crois que c'est ça, hein, euh, d'origine de défense secret militaire, enfin bon, bref, je me trompe, attendez, je vais chercher. Voilà, je cherchais le nom, c'est des programmes spatiaux secrets militaires, euh, dont Jean-Charles avec Mélanie en fait partie. Donc ce sont des êtres totalement différents de ceux que moi j'ai rencontrés. Et aussi, c'est pour dire que, en général, les rencontres qui ont lieu peuvent être différentes des unes des autres. Elles n'ont rien à voir avec d'autres civilisations qui viennent à la rencontre des êtres humains. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Par contre, il est évident que lorsqu'on est amené à vivre une rencontre, c'est un moment, je dirais, franchement, enfin moi, en ce qui me concerne, c'est un moment qui a été exceptionnel, vraiment, vraiment. Il y a, comment je vais vous expliquer ça? Euh, Là, je dirais que la plus, je sais pas si c'est la plus importante des rencontres que j'ai vécues, mais celle en tout cas qui m'a laissé un très très grand souvenir parce que vraiment vivre ça en pleine nuit, ce que j'ai vécu a été magnifique. Comme quoi, vous voyez que on pourra dire que des rencontres extraterrestres, c'est l'horreur, c'est la violence. C'est faux, c'est archi faux, archi faux, archi faux. Il se passe des choses. Faut dire les choses franches, faut dire la vérité.
chacune des personnes qui ont été rencontrées ont vécu des rencontres qui ont toujours été différentes des unes des autres. Ça n'a pas été du tout de la même façon. Ça n'a pas du tout été le même style de rencontre que d'autres. Les mêmes enlèvements, les mêmes conditions à bord des vaisseaux. Donc ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que il y a, c'est un domaine qui est vraiment extrêmement étendu et extrêmement important. Et donc, c'est pour ça que je dis franchement qu'il y a des rencontres qui sont différentes des unes des autres. Et l'avantage d'avoir des personnes comme Dolores Cannon et John Mack qui ont écrit des livres, ou même si vous prenez Jacques William Carter que j'ai découvert, ça a été exceptionnel, ou vous prenez moi Jean Muguer, mon ancien confrère, il y a toujours de toute façon des ouvrages très sérieux qui reproduisent la similitude exacte de certaines rencontres que nous avons vécues. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais lorsque j'explique que moi j'ai vécu une rencontre qui a été exceptionnelle, c'est vrai que celle de la nuit du 15 au 16 août 1990 entre Clermont et Vichy a été exceptionnelle. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que ce que nous avons vécu cette nuit-là avec la patiente qui était à bord de mon VSL, puisque j'ai transporté cette patiente, son mari était décédé suite d'un cancer généralisé, et donc j'ai accepté de transporter cette personne gracieusement, sans qu'elle me paye quoi que ce soit, parce que ça n'a jamais été mon but professionnel. Et j'ai voulu absolument accompagner cette dame pour qu'elle rende un hommage à son mari, qu'elle avait aimé profondément pendant de très 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 nombreuses années. Et ce que nous avons vécu en pleine nuit a été franchement magnifique. Parce que, pour la bonne et simple raison, et j'en parlerai après parce que Daniel Robin, dans OVNI et Conscience, avait parlé justement de ce sujet, du phénomène de rencontre, et je vous l'expliquerai après, mais ce que Daniel Robin avait écrit dans OVNI et Conscience est vraiment très très important. Bref, quand je dis que c'est un moment qui a été magnifique, exceptionnel, c'est de voir au départ une boule sphérique orangée, au loin, au ras des champs de maïs de l'Allemagne, des champs de l'Allemagne, et puis surtout qui nous suit tout le long de la route. Et c'est incroyable parce que moi, j'imaginais pas vivre ça, mais c'est d'être tout le temps, à tourner le regard du côté droit vers les champs de maïs. Et même la patiente que j'étais en train de ramener, qui était en deuil avec son mari, n'arrêtait pas de regarder. C'est comme si on nous demandait de les voir. Et tout le long de la route, je roulais doucement et chaque fois je les observais. C'est comme si, comment je vais vous expliquer ça? C'est comme si j'avais été finalement conditionné. C'est comme si j'avais été mis sous condition d'hypnose, tout en étant en phase d'état de conscience normal, c'est-à-dire normal. Mais sauf que je me suis trouvé dans un état de très 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 grand calme, vraiment apaisé, jamais stressé, rien, jamais une peur, rien. Ça, c'était phénoménal. Je m'en suis toujours rappelé toute ma vie. Et c'est incroyable. Et voir surtout, à un moment donné, après Bioza en direction de Vichy, ce gigantesque vaisseau sphérique. Parce que moi, j'ai jamais parlé d'OVNI. Hein. Dans la matière de rencontres approchées, j'ai toujours affirmé que c'était des vaisseaux. Et je continue d'affirmer que c'était des vaisseaux. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où ça fait plusieurs dizaines de mètres de diamètre, imaginez un petit peu, ça vous recouvre tout un corps de ferme,
Ça vous recouvre la bagatelle de plusieurs véhicules, tellement c'est énorme, tellement c'est énorme. Et c'est tellement énorme que vous en arrivez à... Si vous ouvrez la fenêtre côté passager, c'est comme si vous pouviez mettre la main et toucher le vaisseau, tellement il est énorme. Je dis bien énorme. Et ça, je m'en suis toujours rappelé. Et l'autre côté incroyable, c'est ce silence. Ce silence complet. Mais alors complet, il y a pas de bruit de véhicule. Il n'y a pas de lumière derrière, ni devant. C'est un silence total. Il y a pas, vous entendez pas un cri d'oiseau, rien du tout, mais absolument rien. C'est, c'est presque comme si finalement, c'est vrai que je dis ça au bout de 40 ans, mais c'est parce que je trouvais pas les mots. J'ai toujours cherché dans quelle situation je me suis trouvé et j'ai toujours ressenti que je m'étais trouvé dans une autre dimension. Quand vous vous trouvez dans une situation où vous n'écoutez plus le moteur du véhicule, quand vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez plus du tout de lumière dans le véhicule, ni dehors, que les phares des véhicules en face et derrière vous disparaissent d'un seul coup, vous n'avez plus aucun bruit, plus aucun vent, plus aucun une sensation d'air frais quand vous ouvrez les vitres, quand c'est le silence mais global, c'est comme si qu'on était enterré qu'on était entouré d'une bulle gigantesque, mais gigantesque. C'est un moment vraiment exceptionnel à vivre. Vraiment, vraiment. Et, je rejoins Daniel Robin dans ce qu'il dit que c'est vrai que on est amené à. C'est comme si qu'on était amené à les regarder, qui nous observent. Et on a toujours le regard qui est là, qui se tourne. Et puis, il y a cette rencontre exceptionnelle. Moi, j'ai eu un. Dans une première partie, j'ai eu le vaisseau qui était sphérique orangé. Imaginez, par exemple, vous avez l'équivalent de la Lune. Vous voyez la taille de la Lune. Imaginez, elle est sur votre côté droit. La Lune est jaune-orangé, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous ces gros impacts marrons en forme de cratères partout autour. Et ce disque creusé gris qui fait tout le tour, avec la vapeur sur les côtés, la vapeur en dessous. C'est comme si vous vous trouviez dans une nappe de brouillard, mais vous avez là le vaisseau qui est là, et tout le corps de ferme à Probiosa était complètement recouvert avec les champs. On ne voyait rien, on voyait que cette partie de nappe, de vapeur, je ne sais pas comment on dit ça, brouillard, enfin bref. Et il y avait cette sphère magnifique, orange, avec ses impacts, ces espèces de cratères. C'était un moment magnifique. Et la deuxième phase, c'est pour ça que je dis que c'était un moment magnifique, la rencontre de cette nuit-là avec la patiente, ça a été de voir après venir en face de moi ce nouveau vaisseau sphérique, mais alors totalement différent, qui n'a rien à voir. Et je suis en train d'ailleurs de voir pour modifier les maquettes qui avaient été faites avec un contacté en relation avec Jean-Claude Venturini et Gérard Deforge. C'est Vincent Leroux qui m'avait fait les maquettes. On avait passé des heures et des heures et des heures parce que je voulais approcher. J'étais incapable, moi, de dessiner. J'ai jamais été capable de faire un dessin, de faire une peinture ou quoi que ce soit. Et j'ai eu la chance de tomber sur Vincent Leroux, qui est lui-même un contacté et qui m'a fait ses maquettes. Et la deuxième partie où a eu lieu la rencontre, alors par contre là, c'est vraiment extraordinaire. Ça, pour moi, j'ai toujours gardé ce souvenir-là parce que c'est toujours resté vivant en moi. Ce vaisseau était, je ne sais pas si vous avez mon livre, mais pour les personnes qui ont acheté mon livre
il y a la maquette. On voit très 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 bien. Il y a ces espèces de lucarnes avec la lumière bleue en fond. Et il y avait les êtres qui me regardaient, qui m'observaient. Et il y avait tout au-dessus d'autres lucarnes de grises qui faisaient tout le tour. Et il y avait cette espèce de chapeau de marmite. Et il y avait ces impacts. C'était gigantesque, gigantesque. Quand on voit un peu la largeur de la route, ça, c'était mais vraiment énorme. Imaginez que vous voyez un avion qui est en face descendant de l'atterrissage, et ben là, c'était pareil. Sauf que c'était plus orangé, c'était vraiment totalement différent. C'était magnifique. Après, par contre, oui, oui, après, c'est totalement différent. Mais ces deux phases d'approche de rencontre, pour moi, sont exceptionnelles parce que c'était magnifique à voir. Et il y a ce côté exceptionnel, c'est-à-dire côté exceptionnel et étrange parce que vous êtes plus du tout. Comment je vais vous dire ça? C'est pas évident. Moi, j'ai pas fait l'université, donc je trouve pas les grands mots, mais c'est comme si je n'étais plus là, quoi. C'est comme si je n'étais plus dans le monde réel que je vivais. C'est-à-dire, je n'avais aucun bruit du VSL. Pourtant, une Ford Scorpio, hein, ça s'entend, hein, le moteur diesel est un moteur bruyant. Et il y avait, à l'intérieur, on n'avait plus aucune lumière, on n'avait rien, c'était le silence complet, c'était extrêmement étrange, mais à la fois magique, parce que voir arriver comme ça en face de moi, ce vaisseau gigantesque qui va s'immobiliser tout en douceur, et qui va même pas pouvoir, il était tellement géant qu'il n'a même pas pu se stationner au ras de la route, parce qu'il y avait donc la partie boisée de l'autre côté, à gauche, et ainsi qu'à droite, il y avait les champs et il y avait les habitations. Donc il n'a pas pu, donc il devait rester en... C'était énorme. Mais le plus important, c'est de voir que je n'étais plus maître de mon véhicule, qui s'est arrêté tout seul. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Le véhicule s'est arrêté tout seul de lui-même, sans aucun bruit, sans rien. Ça, je m'en suis toujours, toujours, toujours rappelé. Donc, c'est ce que moi, je qualifie de phénomène exceptionnel et magnifique, parce que quand on voit ça pour la première fois de sa vie, je peux vous garantir que vous n'oublierez jamais de toute votre vie ce que vous aurez vécu cette nuit-là. Et je n'ai jamais oublié. Et c'est aussi la raison pour laquelle je dis que cette phase, cette première phase, où on voyait à la sortie de la commune d'Aigueperse sur la Nationale 9 dans le Puy-de-Dôme en direction donc de Ghana, la nationale 9, c'est la nationale qui va, si vous préférez, qui vient de Montpellier et qui va jusqu'à Moulins. Voilà. Donc elle traverse la ville de Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme, la ville d'Orion, Aigueperse et Ghana, Saint-Pourçain-sur-Sioule et Moulins. Voilà. Et quand on a vu à la sortie d'Aigueperse cette boule sphérique qu'on a pris pour la nuit de départ avec la patiente, et que vous voyez après ce que vous avez vécu, franchement, moi j'ai trouvé que ça avait été exceptionnel, c'était magique. J'avais jamais, à cette époque-là, hein, je parle, hein, j'avais jamais entendu parler d'extraterrestres, je n'avais jamais entendu parler d'ovnis, je n'avais aucune connaissance de ça. Vous savez, mes conditions de vie déjà étaient assez épouvantables parce que je sortais de l'aide sociale à l'enfance. J'ai vécu des conditions épouvantables déjà quand j'étais pupille de la DAS, avec en plus que je vivais des rencontres qui ont eu lieu dans les centres en Seine-et-Marne, où je me suis retrouvé en lévitation plusieurs fois, où j'étais hospitalisé en psychiatrie. Mais, mais en plus, non seulement j'avais ces conditions de vie de l'aide sociale à l'enfance, mais j'avais en plus mes ex-beaux-parents qui me haïssait à un point, mais qui était terrible parce que je me suis retrouvé avec un fusil sur la tempe parce qu'il n'appréciait pas les bâtards de la DAS. J'ai été insulté tout le temps pendant des années et des années. Ça a été, vous savez,
Je vous assure que c'est difficile à vivre. Alors en plus, donc j'avais à vivre avec mon passé de l'aide sociale à l'enfance, j'avais à vivre la haine de mes parents parce que j'étais insulté de bâtard, j'étais insulté de tous les noms. Il fallait que je fasse vivre mon entreprise parce que ce que je ne savais pas, et c'est là où j'ai aussi payé le prix cher, parce que les entreprises de transport d'ambulance privée les agréments sont distribués par la DAS, ce que je ne savais pas. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que la DAS, c'est un mur de rempart de l'État qui ont le droit de vie ou de mort sur vous. Je pense que les personnes qui connaissent pas la DAS, renseignez-vous et vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Voilà, donc il a fallu faire face à ça, et en plus, il a fallu que je fasse face aux rencontres que j'ai faites avec des voyageurs de l'espace. Je peux vous garantir que lorsque vous avez tout ça, vous mélangez comme vous faites une soupe, c'est un cocktail explosif. Et vous en sortez avec un traumatisme qui va durer pendant des années. C'est pas évident du tout à vivre. C'est pour ça que une rencontre est différente entre moi, par exemple, qui a vécu ce que j'ai vécu, que je viens de vous faire part, et des gens qui ont eu un entourage de famille, des parents, une éducation normale, entre parenthèses, qui ont pu avoir eu la chance d'aller à l'université ou à l'école, ce que je n'ai pas eu la chance d'avoir. Donc, la rencontre en elle-même est totalement différente, sur plusieurs types. Voilà, c'est jamais évident. Et non seulement c'est jamais évident, donc quand on est avec peut-être que je me trompe, mais quand des gens ont des parents et qui vivent des rencontres, c'est moins, je dirais, c'est moins traumatisant, même si ça l'est quand même, mais c'est quand même moins traumatisant que ce que moi, j'ai vécu en étant à la DAS. Voilà, c'est sans éducation, sans université, moi, le savoir-vivre, je me la suis appris tout seul. Je me suis fait ma propre éducation, je ne l'avais pas. J'avais aucune maîtrise de ma propre éducation. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que c'est jamais facile, en fait. C'est jamais facile. Ça m'a pesé toute ma vie. Et vous verrez que je vous en parlerai dans les autres chapitres, à quel point ce que je suis en train de vous dire est vrai. Quand vous avez la DAS qui a le droit de vie ou de mort parce que c'est eux qui distribuent les agréments de transport sanitaire privé, eh ben, ils vont s'acharner. Je dis bien, ils vont s'acharner pendant des dizaines d'années à me faire chier, entre parenthèses. Voilà. Mais je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, ce que je voulais revenir, c'était à ça, cette rencontre, cette partie de magie, parce que c'est magique. Quand vous voyez, franchement, quand vous voyez apparaître un tel vaisseau aussi énorme, gigantesque, et dans un tel état de silence, mais franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et en plus, donc moi, ma patiente était en deuil. Imaginez dans quel état elle a été, puisque quand elle a vu le vaisseau arriver, je vous dis pas, mais c'est elle-même qui l'a vu arriver sur son côté. Hein. Donc côté, portière passager avant. Imaginez une petite boule jaune-orangée qui était à des kilomètres, qui était à au moins une dizaine de kilomètres de nous au-dessus du champ de maïs de l'Allemagne, vérifia, et qui d'un seul coup, je dis bien d'un seul coup, arrive à une vitesse foudroyante en devenant mais vraiment géante, c'est inimaginable. Et sans faire vibrer aucune, il n'y a aucune vibration, il n'y a rien, ça arrive, mais c'est... Et ça s'immobilise là, en état de légèreté, là, sur le côté. Et c'est là, à nous suivre. Je vous dis pas dans l'état qu'elle la patiente s'est retrouvée. La crise violente qu'elle a eue, ça a été une crise de démence terrible. Et
ce que dit encore Daniel Robin est juste, est totalement juste dans le conscience. Quand il dit Daniel Robin qu'à distance, il contrôle la conscience humaine, il contrôle l'humain, il paralyse. Et c'est ce qui s'est passé. Ma patiente, moi, elle a été paralysée comme une statue de marbre. Elle était assise, elle ne bougeait plus, les yeux grands ouverts comme des phares. Elle ne pouvait plus bouger, elle n'avait rien, aucune parole, rien, immobile. Et ça a duré, mais ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et elle n'a pas, vécu l'abduction dans le vaisseau. Elle est restée dans le VSL et le VSL est resté là où le moment est encore aussi important. Je sais pas si Daniel il en parle dans OVNI et Conscience, mais moi, mon véhicule, lorsque le vaisseau s'est trouvé en face de moi, juste avant l'entrée de Bellerive-sur-Allier, donc ça se trouve après Cognac-Lyon, c'est la route quand on comprend entre Ghana et Vichy. Hein. Voilà, vous regarderez sur une carte et vous trouverez très très facilement. Donc, ce qui était incroyable, c'est de voir que le véhicule n'était plus du tout sur la route. Mais ça, je l'affirme, le véhicule ne s'est jamais trouvé sur la route. Et ça a été une très grande surprise générale. J'avais la patience qui était à ma droite, qui ventilait normalement, qui respirait normalement, sauf qu'elle était paralysée. Donc, elle ne voyait plus ce qui se passait. Et lorsqu'ils ont voulu me faire sortir du véhicule, comme je l'ai expliqué dans mon livre, je peux vous garantir que ça m'a fait tout drôle, ça m'a fait un choc. Mais un choc, hein, vraiment un choc. Parce que il a fallu j'essaye d'ouvrir la portière, j'ai reçu le message par télépathie, et là encore, j'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais, euh, ou alors je m'en souviens plus, mais moi, je n'ai jamais eu de message par télépathie, et Dieu sait pourtant que j'ai vécu plusieurs abductions, mais là en 90, je ne me souvenais pas du tout être télépathe, et j'ai reçu de leur part des messages que je n'avais rien à craindre, qu'ils n'étaient pas là pour mon mal, mais bien au contraire, qu'ils ne voulaient absolument, ils n'étaient pas hostiles, ils voulaient uniquement me rencontrer et me faire venir dans leur vaisseau, je n'avais rien à craindre. Et quand j'ai voulu ouvrir la porte, parce qu'ils m'ont demandé d'ouvrir la porte du VSL, imaginez une porte qui pèse des tonnes et des tonnes. J'arrivais pas à l'ouvrir. C'était tellement lourd, j'arrivais pas à l'ouvrir. Et j'essayais à l'intérieur de me mettre sur le côté, de donner des coups de pied dans la portière pour essayer de l'ouvrir parce que j'arrivais pas du tout à l'ouvrir. Et c'est eux, quand ils vont voir que j'arrivais pas à sortir du véhicule, qui vont finir par faire ouvrir le véhicule. Ça, c'est le premier point étrange de la situation. Mais le deuxième point étrange de la situation, c'est de constater que je n'étais plus du tout sur la route. C'est-à-dire que quand ils m'ont demandé de sortir du véhicule, et qu'ils étaient là en face de moi, qui contrôlaient la situation, que je n'avais rien à craindre, imaginez quand j'ai vu que mes pieds étaient dans le vide. C'est-à-dire que je ne touchais plus du tout la route. Imaginez ce que ça représente. Je peux vous dire que c'est pas du tout évident. C'est pas évident. C'est étrange. Et il n'y a jamais eu de panique, jamais eu de stress. C'est incroyable. Pourtant, je suis quelqu'un de très actif. D'ailleurs, même dans ma voix, même à plus de 70 ans, bon, je suis quand même plus calme qu'avant, mais à cette époque-là, j'avais envie de réussir ma vie. La DAS m'avait tellement fait chier, ils avaient tellement juré de me torpiller, de me faire venir SDF et clochard, que je m'étais juré, moi, de réussir ma vie et de faire valoir que j'étais capable de réussir. Alors imaginez un petit peu, lorsque j'ai voulu sortir du véhicule et que mes pieds ne touchaient pas terre, j'étais sidéré. J'étais là, je me suis posé des questions. Je me suis demandé où j'étais. Je me suis posé la question, je me suis demandé où j'étais.
comment cela se fait-il que mes pieds ne touchaient pas le sol? Et j'étais pas à 20 centimètres de la route, hein. Non, non, pas du tout, hein. J'étais à plusieurs mètres. C'est-à-dire qu'il y avait les arbres, la partie boisée à gauche, j'étais au ras, la partie boisée. C'est-à-dire j'avais été levé de plusieurs mètres de hauteur pour pouvoir être parallèle à eux. C'était incroyable. Et là, j'ai pris peur, hein. Là, franchement, j'ai pris peur. Je suis rentré dans le véhicule. Franchement, là, je me suis posé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible. Et il a fallu qu'il me reconvainque, qu'il m'apaise ma conscience, qu'il me rassure. Et quand je suis rentré je suis sorti du véhicule, la surprise, c'est que je flottais. Imaginez, vous avez un cosmonaute dans l'espace qui sort et pour travailler à l'extérieur de leur vaisseau spatiaux. Et ben là, c'était pareil. J'étais en état de flottaison. C'est comme si, comment je vais vous dire ça? C'est comme si c'est comme si j'étais une feuille d'arbre qui flottait. Je me sentais, franchement, je me sentais léger, mais vraiment léger, hein. C'était incroyable. J'étais dans un état, mais vraiment paisible, détendu, mais à un point, c'est inimaginable. Je n'ai jamais eu une peur, je n'ai jamais eu de stress, ni rien. Et lorsqu'ils m'ont fait avancer, parce que je n'ai pas avancé en marchant, hein. Non, non, pas du tout, hein. Je suis resté debout et j'ai avancé comme ça. C'est eux qui m'ont fait avancer pour me faire entrer dans le vaisseau. Et là, j'ai eu un trou. Écoutez-moi bien, il était quand même. Bon, il était 22h50 lorsque je suis reparti de Clermont. D'accord? Il faut savoir que d'habitude, en pleine journée, euh, Vichy, Clermont, Stade Jean-Perrin ou Gabriel Montpied, le CHU, à cette époque-là, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, ça a changé, il y a un nouveau CHU, je crois. Mais à cette époque-là, c'était Gabriel Montpied sur le plateau de Saint-Jacques, là-haut. On mettait quand même entre 45 et 50 minutes pour y aller, en pleine journée, hein. D'accord? On avait calculé avec le commissariat, parce que quand on était au commissariat après, là encore je vous expliquerai les autres phases, que eux, pour eux, Saint-Germain-des-Fossés en pleine nuit, Clermont, c'était 35 minutes. J'ai 5 heures. Il me manque 5 heures. Voilà, ben, je vais vous expliquer ça, vous allez voir. Donc, j'ai eu ce trou noir, j'ai pas eu conscience de quoi que ce soit, c'est-à-dire que je me suis pas rappelé de ce qui s'est exactement passé après, quand ils m'ont fait rentrer dans le vaisseau, par les êtres argentés, des petits êtres argentés, très fins. Et la seule chose que je me suis rappelé, c'est d'avoir été remis dans le VSL. Et le VSL roulait, je ne l'avais pas démarré, hein, je n'avais rien fait. Le VSL roulait, et j'étais pas moi, j'étais toujours inconscient. Et ils m'ont fait reprendre conscience. Quand ils m'ont fait reprendre conscience, le moteur de la Force Scorpio s'est remis à fonctionner. Et j'ai repris conscience avec la patiente qui s'est en même temps réveillée. Et ça, c'est au moment où on arrivait dans la traversée Bellerive-sur-Allier avec la grande descente, où vous avez l'hippodrome qui est juste en face. Il y a un point juste en face, il y a l'hippodrome. Et là, sur l'hippodrome, en vol stationnaire, au-dessus de l'hippodrome, il y avait donc le fameux vaisseau sphérique, gigantesque. En vol stationnaire, qui ne bougeait pas, qui ne faisait pas un bruit. Quand on est arrivé donc en bas, le vaisseau s'est mis à se lever doucement,
Puis d'un seul coup, direction sud-est, elle disparaît complètement. La patiente donc a voulu aller au commissariat de Vichy dans un état, je ne vous explique pas, mais complètement hors d'elle, paniquée, comment dirais-je, euh, je ne sais pas si je vais trouver les mots exacts, mais hors de contrôle d'elle-même, très, très agressive, très, très virulente, qui était ouais, très angoissée, très, très angoissée, et qui tenait absolument à ce qu'on aille au commissariat de Vichy pour témoigner. Et je lui ai dit non, 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 Madame Petitjean, non, non, n'allons pas au commissariat de Vichy, on va se foutre de nous. Vous savez très bien que je suis artisan, ils vont se foutre de moi. De toute façon, je vous le garantis, hein, ça va mal se passer. Et je le sais très bien, je sais exactement ce qui va se passer. Et ils vont se moquer de nous et vous allez voir que ça va mal se passer. Bon, elle a tenu absolument à y aller, donc on y est allé. Et ça n'a pas loupé, hein. Ça n'a pas loupé du tout. Déjà, le commissaire de Vichy, l'avenue Victoria à Vichy, il y a un grand portail en fer forgé. Elle a été descendue de voiture pour appuyer, pour rentrer. Et, euh, il ne voulait pas ouvrir. Il voulait pas ouvrir. En plus, j'étais avec le vaisselle. Hein. Non, 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 mais il voulait pas ouvrir. Ça n'a rien à foutre, il voulait pas ouvrir. Voilà, ça a duré plusieurs minutes. Hein. Elle s'énervait, elle les insultait. Oh là, je m'en suis toujours souvenu de ça. Oh là là là. Alors, ils ont fini par ouvrir. Et on est rentré donc à l'intérieur du commissariat. Ils ont fait une espèce de rond-point avec des plantes et tout. On s'est garé devant le porche. Et ça a recommencé de plus belle. Ils avaient ouvert la fenêtre. Et puis ils ont voulu demander ce qu'elle voulait. Alors, c'est mis à gueuler. Comme quoi elle voulait témoigner, s'était passé quelque chose. Ouais, il y a eu une énorme boule gigantesque. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ouvrez-moi, il faut que je témoigne, je veux rencontrer l'inspecteur. Il voulait pas lui ouvrir. Oh là 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 là, les insultes, ça a duré. Comme ils ont eu marre qu'elle soit agressive, donc ils sont décidés d'ouvrir. Et il y a une salle d'attente à gauche. Donc ils nous ont fait attendre là. Et là, j'ai eu la surprise, comme je l'ai dit dans mon livre d'ailleurs, j'ai eu l'énorme surprise de voir, il y avait une pendule. Bah, c'est-à-dire qu'il y a la salle d'attente, puis en face, il y avait la partie vitrée de leur bureau de garde, et il y avait une pendule ronde qui était au mur. Et alors là, j'ai été une surprise en surprise, hein, je peux vous le dire. Je me suis senti, mais con, mais un point, marre. Je crois que j'aurais jamais dû leur parler de l'horloge. Bref, j'ai vu l'heure à l'horloge. Écoutez-moi bien. Je vous le répète, j'étais parti, il était 22h50. D'accord? Donc, maximum, mais j'aurais dû arriver à 23h30 à Saint-Germain-des-Fossés. Saint-Germain-des-Fossés, c'est à 12 km de Vichy. Voilà. Et donc, l'heure qui était affichée à la pendule, c'était 4h40 du matin. Je ne plaisante pas, hein. Je peux vous le dire, c'est une réalité. Vous aurez du mal à le croire, et c'est pourtant la stricte vérité. Et donc, moi j'ai cru que j'ai cru que leur pendule était arrêtée, qu'il n'y avait plus de piles, qu'il fallait qu'ils changent les piles. Et qu'est-ce que j'étais bête, moi, ce jour-là. Et je les interpelle, et pourtant ils me connaissent, hein, parce qu'ils venaient manger à la maison la nuit. Fallait voir un petit peu des fois, même ils rentraient, ils étaient un peu short. Hein. On les avait descendus une fois avec la chaise, tellement ils étaient bourrés. Je vous jure que c'est vrai, c'est une vérité absolue. Hein. Voilà, mais bon, c'est vrai que la BAC passait la nuit à la maison.
Et voilà, un coup, bon, comme je travaillais avec eux, on s'entendait bien, bon, ok, y a pas de problème. Et j'ai eu le malheur donc de les interpeller. Je leur ai dit donc, on va échanger la pile de la pendule parce que ça, elle marche plus là. Il y a un problème. C'est pas l'heure, hein, excusez-moi, mais il est un peu tôt. Hein. Ils s'en foutent de moi. Il dit comment, monsieur Vêtemont, notre pendule ne marche pas, vous rigolez ou quoi? Mais moi, je vous dis, votre pendule, elle marche pas. Elle ne marche pas. C'est pas l'heure, c'est pas possible. Moi, je suis parti, il était 22h50 de Clermont. Vous n'allez pas me faire avaler qu'il est 4h40. Non, non, c'est pas possible. Votre pendule, elle ne marche pas. Ah, la pendule ne marche pas. Bougez pas, vous allez voir. Ils ont appelé les collègues, ils ont appelé les gars de la BAC qui sont descendus, ils étaient au-dessus. Ils ont appelé les autres en renfort. Eh les gars, sortez-moi vos montres et faites voir à M. Vêtemont l'heure qu'il est. Il était 4h45 du matin. C'est-à-dire quand j'ai vu la pendule 4h40 et qu'ils ont fait voir leur montre, il s'était écoulé comme 5 minutes le temps qu'ils viennent et qu'ils apportent les preuves. 4h45 du matin. Je me suis senti con, mais à un point. C'est incroyable. Incroyable. Je peux vous garantir que il y a de quoi se sentir mal à l'aise. Je me suis senti ridicule. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai été posé cette question-là, mais qu'est-ce que j'étais con. Et je comprenais pas, hein, je comprenais vraiment pas. Et j'avais pas conscience non plus de l'importance de ce qui s'était passé, de l'importance de ce que je venais de vivre. Et puis est venu les gars de la BAC. Donc, ils ont voulu faire monter la patiente, faire une déclaration. Et une fois qu'elle est redescendue, fait sa déclaration, ils m'ont remonté. Ils ont été surpris parce que les déclarations étaient exactement identiques. Identiques. Ils ne comprenaient pas comment on avait pu. Il dit, vous vous êtes parlé. On dit, non, on n'a pas eu le temps de se parler. Pourquoi voudrez-vous qu'on se parle? On n'a pas eu le temps. Madame est en deuil, je n'avais pas à lui dire ce qu'il fallait dire. Et donc c'était identique. Ça, c'était incroyable. Par contre, la patiente, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas vécu la partie abduction parce qu'elle était immobilisée, elle était paralysée. Hein. Voilà, alors que moi non. Et quand on est redescendu, donc ils ont envoyé une équipe sur l'hippodrome. Ils se sont foutus de nous. Il y avait la radio, on écoutait tout. Ils se foutaient de nous. Ils se foutaient de nous. Mais j'ai dit, c'est pas la peine d'y aller. De toute façon, il y a longtemps que le vaisseau est parti. Hein. Vous verrez rien. Ils se sont foutus de nous. Et on a décidé ce jour-là avec le patient de ne plus jamais mettre les pieds dans un commissariat de police. Voilà, et quand elle est sortie du commissariat, quand elle est sortie, ils l'ont rappelé. Et ils m'ont dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein, parce que ça, c'est costaud. Moi, franchement, j'ai eu honte de dire ça. Hein. On dit, Madame Petitjean, ça va que vous venez de perdre votre mari. Hein, et que vous êtes en deuil, on le respecte. Mais vous n'auriez pas été en deuil, madame. On vous a remis en garde à vue. Pour outrage, non-respect de l'uniforme, insulte, diffamation. Et j'en passe des pires et des meilleurs. Voilà. Maintenant, là, vous pouvez rentrer chez vous. Et elle leur a dit, plus jamais je viendrai dans votre commissariat. Plus jamais. Mais vivre ça, je peux vous garantir, hein, vivre ça, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Être artisan boulanger, aller témoigner dans un commissariat, on se fout de vous, ressortir du commissariat et aller à la maison, c'est un traumatisme sans nom. C'est, moi, franchement, hein, j'étais pas bien du tout et ça a duré longtemps. Hein, parce que j'aime se foutre de nous comme ils se sont foutus de nous. Franchement, on n'oublie jamais ça. Hein, c'est pas possible.
Voilà pour ce qui s'est passé 90 quand je dis que la première partie était bien. Et c'est vrai que la première partie est magique. Et je, le, je, je le dis ouvertement, je n'ai jamais revécu d'autres phénomènes avec enlèvement dans un vaisseau. C'est 90, c'était la dernière fois. J'ai vécu d'autres rencontres physiques au domicile, mais jamais je ne suis remonté dans un vaisseau depuis. Par contre, j'ai vécu beaucoup de phénomènes, d'autres phénomènes. J'ai voyagé, oui, ça c'est vrai. Je vous expliquerai plus tard ce que j'ai vécu avec eux. Par contre, ce qui s'est passé, c'est le lendemain. J'avais donc des salariés. Et moi, le lendemain, j'étais hyper fatigué. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais absolument pas me lever. J'étais crevé, mais vraiment crevé. Et Françoise, mon ex, dont ses parents habitaient le mail d'école, euh, avait donc décidé de gérer l'organisation, parce qu'on avait des patients transportés matin VSL. Et donc, il y a une employée qui est venue. Le problème, c'est que le VSL ne démarrait plus. Donc, ils ont fait une dépanneuse, bien entendu. Et le véhicule est resté plus de 6 mois immobilisé dans le garage. Ils ont fait venir une équipe de techniciens avec un camion et tout le matériel électronique. Ils ont changé tout le système électrique du véhicule, tableau de bord, tous les câbles ont été changés. Et le véhicule ne démarrait toujours pas. Voilà. Et il y avait un problème sur la portière avant gauche qui craquait. Donc, on a été obligé de reprendre un véhicule qu'on a racheté, bien entendu, en leasing. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et ça, je ne m'attendais pas du tout à découvrir ça. J'ai été mis sous surveillance pendant plusieurs mois avec le SAMU de Vichy. Et je ne sais pas si les gens se rappellent, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de radiotéléphone, c'était des radiocoms d'Amil. Voilà, donc ça coûtait très très cher. Et je devais donc tenir au courant de mon départ, mon parcours. Il fallait que j'appelle toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure pour savoir où je me trouvais et pour assurer si tout allait bien. Et il va arriver un truc incroyable. C'était au mois d'octobre. Ils m'ont appelé en pleine nuit aux urgences pour les transporter à un ouvrier viticole qui a eu un accident et qu'il fallait ramener donc après ça pour sa sociale sur la route du Montet chez son patron qui était propriétaire de vigne. Et sur le coup, bon, bah oui, bon, d'accord, très bien. Bon. Tu feras attention, t'as les manifestations d'agriculteurs et tout, tu nous tiens au courant, tu nous dis ta position et tout, ouais, absolument, bon, d'accord, ok, bon. Ça encore, ça m'a pas dérangé. Mais ce qui était incroyable, c'est que lorsque je suis arrivé sur place chez les vignerons, je me suis assis à la table pour faire la facture. Et alors là, il m'est tombé ce qui m'est tombé sur la gueule, mais ça je ne m'en suis jamais. Ça a été incroyable. Écoutez bien la question qu'on m'a posée. Il y avait donc cette femme avec son mari, qui est le propriétaire des vignes, et puis donc l'employé. Et ils me disent, Monsieur Bêtement, vous qui roulez beaucoup, il vous arrive jamais rien la nuit sur la route. Puis moi, je dis, mais quoi, de quoi vous voulez parler? Je sais pas, vous avez jamais rien arrivé? Non, je vois pas ce qu'il me soit arrivé quoi que ce soit. Je vois pas de quoi vous parlez. Enfin bon, vous êtes pas au courant de ce qui se passe? Je dis attends, et puis j'ai commencé à remonter. Alors là, j'ai commencé à m'énerver. J'ai dit attendez, si c'est pour me faire venir chez vous pour vous foutre de moi par rapport à ce que j'ai vécu au mois d'août, c'était pas la peine de me faire venir. Vous auriez pu appeler quelqu'un d'autre.
Ah non, 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 calmez-vous, calmez-vous, écoutez, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Écoutez. Alors sa femme vient, tape sur l'épaule. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Non, non. C'est que ce qu'on va vous dire, c'est très sérieux. Écoutez, c'est pas un problème. Bon, écoutez-moi bien. On va sortir des feuilles avec des crayons. Et mon mari et vous, vous allez faire le dessin de ce que vous avez exactement été témoin de ce que vous avez vu. Et après, on vous expliquera ce que nous, on a vu. Et c'est très sérieux ce qu'on veut vous parler. Mais je lui dis, mais je ne sais pas dessiner, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dessine? Je ne sais pas dessiner. Ça fait rien. Vous faites le croquis le mieux que vous pouvez faire. C'est pas un souci. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. On est très sérieux. On va vous dire après ce que nous, on a vu. Donc, je dessine. Et on avait fait exactement le même dessin, c'est-à-dire une sphère. Le même. Sauf la différence, moi, c'était en pleine nuit, mais eux, c'était la journée. Ils avaient été témoins de ce phénomène entre 16 h et 17 h sur l'autoroute A71 en remontant de Montluçon, direction Saint-Pourçain. Et il y avait en faction la gendarmerie qui était sur le pont de Commentry. Il y avait des automobilistes qui étaient venus les voir, parce qu'il y a eu plein d'automobilistes qui ont été témoins de ce phénomène. Et c'est un phénomène incroyable. Hein. La boule sphérique orange a été vue, ça s'est prouvé, elle a été vue au ras pas très haut au-dessus de l'autoroute, passer plusieurs fois. Et ça a été vu aussi le matin entre Clermont et Ghana. Et donc, Ghana, Montluçon et retour. Et ça s'est passé toute cette journée du 15 août. Donc, Gérard Deforge a voulu envoyer un enquêteur pour demander à la gendarmerie, puisque la gendarmerie avait été témoin. Ils ont reçu une fin de non-recevoir, comme quoi ça ne leur allait pas, que c'était secret défense, qu'ils n'avaient rien à leur dire. Voilà. Et bon, les phénomènes, à partir de là, les phénomènes ont continué en permanence. Voilà pour cette première partie. Alors, après, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même un trou noir de plusieurs heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris 35 ans, donc 40 ans. Ça a pris 40 ans. Ouais, presque 40 ans. 30, allez, 38 ans. Parce qu'il y a pas longtemps que j'ai pu avoir la conclusion de tout ça. J'ai donc, pendant des années, eu ce traumatisme de cette rencontre. Je peux vous dire que j'étais pas dans un état serein, parce que j'étais toujours en train de me poser des questions sur ce qui m'est arrivé, sur ce que c'était, pourquoi moi, qu'est-ce que j'avais de plus pour vivre ce que j'ai vécu. Et il fallait que il fallait que je fasse face à une situation extrêmement difficile, puisque j'avais affaire à la DAS, j'avais affaire à mes ex-beaux-parents qui étaient des agriculteurs qui m'insultaient de tous les noms en permanence. Donc ça n'a pas été évident. Il a fallu que je fasse face à mon ex qui a fait un IVG sur ordre de ses parents, parce qu'ils ne voulaient pas un bâtard de la DAS sous leur toit. Donc vous voyez, ça a été des moments extrêmement durs et difficiles à vivre. Très difficiles à vivre. Et pour vous dire à tel point, c'est que j'étais en contact avec Gérard Deforge, Jean-Claude Venturini, Georges Metz, sur un groupe privé, où certains qui écouteront vont se reconnaître. Et j'étais toujours en court-circuit. Quand je recevais comment dirais-je, certaines incompréhensions des gens qui ne voulaient pas admettre, qui avaient du mal à croire qu'on puisse vivre des faits comme ça. Et je montais très vite.
et je m'emportais parce que j'avais aucune maîtrise de moi. J'étais complètement distorsion, quoi. J'étais sur du 500 volts. Pour vous dire, ça n'a pas été évident. Et il a fallu que je fasse vivre mon entreprise en même temps, ce qui était extrêmement difficile. Voilà, je voulais vous parler de cette première partie. Bien entendu, j'ai trouvé que le livre, parce que je lisais pas, hein, je lisais absolument pas, je connaissais rien en ufologie, et c'est Jean-Claude Venturini et Gérard Deforge qui ont insisté pour que je lise l'ouvrage du docteur John Emack, Enlevé par les extraterrestres, qui était un livre extraordinaire, qui m'ont dédicacé d'ailleurs. Et il m'avait dit, tu verras, tu vas trouver exactement les similitudes de ce que tu as vécu. Et il ne pouvait pas si bien dire. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'ufologie et aux ouvrages très 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 sérieux et importants du docteur John Emack et de Dolores Cannon. Voilà, donc j'ai aussi donc lu OVNI et Conscience. J'ai trouvé que vraiment le chapitre de Daniel Robin était vraiment très 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 important. J'ai apprécié le sérieux de l'écriture, franchement. Même Jacques Jaïa, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Il y en a eu d'autres. Mais ce livre, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je ne trouvais pas les mots de l'espace-temps par exemple, les mots de l'abduction, le mot extraterrestre que je ne connaissais pas, le missing time que je ne connaissais pas. Et Daniel Robin a su expliquer vraiment. Excusez-moi. Bah oui, il est 1h20 du matin. Je vais donc pas tarder. Et j'ai apprécié énormément Daniel Robin parce que ce qu'il a écrit dans OVNI et Conscience est en tout point de vue juste. Voilà, j'ai jamais, franchement, j'ai jamais trouvé des écrits à tel point aussi justes dans la signification de ce que représentait une rencontre et des enlèvements. Et Daniel Robin a su trouver les mots, des mots qui sont vrais, des mots sincères, une, une justification de vérité, des réalités de ce qui est vécu par les humains qui font des rencontres et des enlèvements. J'aime beaucoup Daniel Robin. D'ailleurs, il y a un autre livre que je vous parlerai, puisque j'attaquerai les fondements de création de vie. Et je me suis énormément intéressé à la lecture, grâce à Gérard qui est parti depuis maintenant 1 an cette année, et qui me manque beaucoup. Voilà, Gérard Deforge, franchement, c'était un type formidable. Un enquêteur, quelqu'un qui n'hésitait pas à se déplacer, qui respectait le témoin, qui prenait soin de l'écouter et qui prenait soin de tout recueillir et de partager en permanence ce que vivait la personne. Parce que ce qu'il faut le savoir, c'est lorsque vous vivez un jour une rencontre, systématiquement, cela s'accompagne tout le temps de multiplication de phénomènes paranormaux et d'apparitions variables que moi j'ai vécu, que je vous parlerai plus tard. Gérard Deforge était quelqu'un de magnifique. Moi, il m'a invité. En plus, c'est Monsieur Messène qui était venu à la Bédou, là, en décembre 2004, parce que j'allais chez mes amis avec Françoise tous les ans pour le Nouvel An. En même temps, on faisait mon anniversaire. Il y avait Ophélie, leur fille, et puis Florence. Depuis, leurs parents sont décédés, il y a 2 ans. Et j'allais tous les ans là-bas, et c'est là que M. Mécène est venu me rencontrer et qu'il a validé ce que j'ai vécu. Il m'a transmis il y a quelques mois d'ailleurs les enregistrements qu'il avait fait. Il me dit comme ça, tu pourras justifier vraiment que ce que tu as vécu était vrai.
Et donc, il m'a mis entre les mains de Jean-Claude Venturini. Mais comme Jean-Claude venait de perdre son papa et qu'il était malade, il a préféré que ce soit Gérard. Et donc Gérard a tout de suite pris en main le dossier et l'enquête. Et qui a duré vraiment des années, des années, des années. Et avec Gérard, je lui transmettais. On avait, une- on avait fini par lier une amitié qui était énorme, vraiment énorme, comme avec Jean-Claude Venturini et Georges Metz. Mais avec Gérard, j'étais avec lui tout le temps au téléphone. Dès que j'avais un truc, il me dit, tu m'avertis, tu m'appelles, tu me dis ce que tu vis, ce qui se passe. Donc à chaque fois, je les épare de ce que je vivais. Et donc, j'ai même vécu à Lourdes des phénomènes en direct que je lui ai fait partager. C'était des moments inouïs. Voilà, donc, mais en fait, 1990 n'a pas été euh, la première rencontre, hein. Ça a été, si je ne me trompe pas, c'était la cinquième ou sixième rencontre, mais là où j'ai eu conscience d'être à bord d'un vaisseau, c'était la première fois, parce que j'ai vu ce vaisseau en roulant sur la route. Mais j'ai en 84, comme je l'ai dit sur le livre, j'ai vécu aussi une abduction où ils sont venus me chercher dans mon appartement en pleine nuit, à 2h30 du matin. Et comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai mis très 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 longtemps à trouver des réponses. Pas, j'ai pas toutes les réponses, je les aurai sans doute jamais. Mais quand je vous parlais dans le premier chapitre de l'hypnose, moi j'ai eu une régression d'hypnose qui s'est très 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 mal passée. Mais en attendant, ça a commencé à éveiller ma conscience, où je recevais des images de ce que j'ai vécu avec eux. Et j'ai été extrêmement choqué de cette séance de régression sous hypnose qui s'est passée à Jouan-les-Pins pour la première assemblée générale du CIRO France. Là, oui, j'ai été comme blessé. Vraiment, vraiment ça m'a blessé, hein. La façon dont ça s'est passé, c'était... Enfin bref, je ne vais pas en revenir. Mais j'ai eu du mal, hein. Alors imaginez avec la vie que j'ai vécue, sur toute l'aide sociale à l'enfance, vivre ça en plus. Je vous dis pas la difficulté que ça a été. Mais j'ai fini par faire la paix et j'ai fini par rencontrer une hypnothérapeute, Sylvie Dupont, il y a maintenant 2 ans, oui, 2 ans. Et j'ai accepté de vivre pendant 2 jours des séances de régression sous hypnose de 2h30 chacune, où là, ça a confirmé la révélation de ce que j'avais vécu. Et il s'est même passé des choses incroyables. Il s'est passé des choses incroyables. Je me suis retrouvé dans l'impossibilité de me lever et de sortir du lit. Et j'avais les jambes qui pesaient des tonnes. C'est comme si j'étais cimenté dans le ciment. Je ne pouvais plus lever mes jambes, je ne pouvais plus bouger, plus rien. Il y a eu des phénomènes incroyables qui se sont produits, dont Sylvie a gardé les enregistrements, bien entendu. Voilà, ça fait 1h08 là, que nous parlons. Donc, il est donc 1h30 du matin. Je vais vous laisser pour ce soir. Mais je continuerai à vous parler de rencontres. J'ai beaucoup de choses à dire que je n'ai pas révélées dans mon livre. Mais beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vais petit à petit vous révéler des choses. Et puis vous faire part de ma passion pour la musique que j'ai eue depuis tout gosse, qui a été, comment dirais-je, mon compagnon de vie fondamental, de survie fondamental. Parce que si j'ai pas eu la musique de Berlioz, Richard Strauss, Wagner, Vivaldi, Albinoni, Richard Strauss,
et surtout le groupe Pink Floyd et Roger Waters. Ce sont eux qui m'ont aidé à surpasser les barrières et et à vivre. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Voilà pour cette première partie du domaine des abductions. Je voulais aussi dire dans le domaine de l'hypnose, bien entendu, j'ai parlé de Dolores Cannon, de Johnny Mac, mais il est certain qu'il existe un certain nombre d'hypnothérapeutes sérieux qui existent, dont je ne connais pas. Et je pense que si les témoins, les contactés, devaient avoir la chance de rencontrer ces personnes, ça ne serait que mieux pour l'ufologie. Voilà. Voilà, je tenais à vous transmettre ces informations. Tout ce que je vous dis est vrai, je n'invente rien. Et croyez-moi, j'ai payé chèrement dans ma vie pour avoir vécu ce que j'ai vécu. Voilà, je suis quelqu'un de très sincère. Je ne suis pas... Oui, je voulais vous dire ceci, j'y tenais à vous le dire. Euh, bon, je vous expliquerai plus tard, mais j'ai vécu d'autres rencontres à QC, une visite sans me voir, où là, ça a été clairement dit. Je n'ai jamais été nommé émissaire, ils n'ont jamais, le Conseil des Anciens n'a jamais eu d'utilité à nommer des émissaires parce qu'ils envoient des délégations à la rencontre des personnes qu'elles ont rencontrées. Ça me l'a été dit ouvertement. Voilà. Et concernant maintenant les rencontres galactiques, je n'ai jamais voulu en faire partie et je ne partage pas du tout euh, cette personne qui s'occupe de ça. J'en dirai pas plus. Jean-Charles et Mélanie en ont parlé. Je pense que Jean-Charles Moyen et Mélanie Charest ont eu cette intelligence de dire les mots qu'il y avait à dire pour défendre cette très 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 belle personne qui est Kevin Luengo, dont je vous rappelle la chaîne Seed of Investigator, S2ED, séparation off, séparation investigateur. Allez sur cette chaîne, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vraiment, je vous assure. Kevin Luengo, j'ai fait 2 émissions avec lui. Et il a été sali. Il a été traîné dans la boue par cette personne. Et qui a été raconté des choses. Enfin bref. Donc Jean-Charles Moyen et Mélanie Charest ont rétabli les choses. Ça s'est fait, je crois, hier ou avant-hier. Donc je pense que eux seuls sont à même à dire la vérité. Même Jean-Charles reconnaît que nous avons tous vécu des rencontres différentes des unes des autres. Et ce qui était important, c'est le respect que nous devions avoir entre les uns et les autres. Et d'être unis, d'être cette famille rassemblée. Donc, c'est pour ça que je ne parlerai pas des Nanadanan ni des rencontres galactiques. Cela ne m'appartient pas, c'est aux gens qui en font partie, qui connaissent très bien et qui ont dit ce qu'il fallait dire. Voilà. Et donc, moi, je sais qu'il y a une fédération. Par contre, je sais qu'il y a une fédération galactique, ça je le sais, Jean-Louis en a parlé, je l'ai su aussi. Je sais qu'il y a un conseil des anciens. Moi, je sais qui j'ai rencontré. Jean-Charles Moyen et Mélanie Charest savent qui ils ont rencontré. Ils ont travaillé avec les programmes spatiaux militaires. Donc, c'est différent de ce que moi j'ai vécu. Mais on est attaché à dire la vérité. On est attaché à rester soudés, à se respecter et à partager la révélation ensemble. Voilà, c'est comme une famille, c'est la vague des volontaires, comme disait Dolores Cannon. Voilà, et ça, c'est vraiment important. Et il faut que les contactés se rassemblent tous ensemble
et marcher ensemble. C'est pour ça que j'ai créé sur Facebook les Contactés de France. C'est aussi ce qui m'a amené à réaliser la première conférence des Contactés de France qui a eu lieu à Cestas. Mais il ne faut pas non plus négliger le Cerveau France qui existe. Il ne faut pas non plus le négliger. Le Cerveau France existe depuis très 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 longtemps puisque j'ai participé à la première assemblée générale. Et je devais monter l'association des Contactés de France, mais je ne veux pas faire d'ombre au Cerveau parce que j'apprécie beaucoup cette association. Il ne faut pas oublier que ce qu'ils ont fait quand même, c'est quand même un travail important qu'on ne peut pas jeter à la poubelle comme ça. Voilà, donc pour l'instant j'ai créé ça, j'ai protégé le mot d'ailleurs, pour être tranquille. Mais on verra plus tard. On a des projets et on vous en fera part. Voilà. Allez, 1h16 que je vous parle. J'espère que j'ai pas été trop long, c'est pas été trop ennuyeux. Je n'ai fait qu'exprimer la réalité de ce que j'ai vécu. Voilà, il y aura encore 2 vidéos qui vont arriver. Je vais vous souhaiter une très 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 belle nuit. Et demain, une très très belle journée. Moi demain c'est dentiste. Voilà, j'ai une dent qui est tombée. Voilà, donc puis on a un canapé à monter, on a plein de choses à faire à la maison, il y a le jardinage, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je vais continuer à faire ces émissions et à révéler pas mal de choses que j'ai vécues. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une douce nuit, une très belle journée demain. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à laisser un message. Et puis si vous voulez, si vous souhaitez venir échanger, ben, vous venez sur WhatsApp, Marc Mettemont, et puis avec plaisir je vous répondrai. Ou autrement sur YouTube, je vous répondrai bien entendu aussi. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.